Coucou tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode. Vous savez sans doute déjà que dans le monde du true crime, on entend constamment dire qu'un meurtre est souvent commis par une personne de notre entourage et ce n'est pas faux. Mais parfois, il y a des exceptions. C'est exactement ce qui est arrivé à Manon Savoie, une femme sans problème qui va se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment. Malheureusement pour elle, elle croisera un homme, un ancien espoir du baseball majeur, alors en pleine descente aux enfers. Il s'agira donc cette fois d'un meurtre complètement gratuit. Mon nom est Nini la Terreur et je suis impatiente de vous raconter cette nouvelle histoire. Vous êtes prêts? C'est parti! Il était une fois l'histoire de Marc-André Houle. Ce matin-là, soit le 11 août 2021, Manon Savoie, une Saint-Pienne de 54 ans, en Montérégie, décide d'aller faire changer sa batterie de montre dans une bijouterie des Galeries de Saint-Hyacinthe. Grave erreur. Nous sommes mercredi matin, en pleine pandémie. Manon est évidemment loin d'être la seule à se rendre dans ce centre commercial cette journée-là. Il y avait également un homme du nom de Marc-André Houle, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle en soi. Sans trop entrer dans les détails pour l'instant, cette pauvre femme, qui n'avait pourtant rien demandé à personne et qui faisait ses petites emplettes bien relaxes, sera victime d'un homicide. Effectivement, et c'est vraiment malheureux. Manon Savoie sera poignardée par un homme qu'elle ne connaissait pas du tout, soit par Marc-André Houle. Si on connaît cette info, c'est parce qu'une enquête sera menée par la suite par les crimes contre la personne de la Sûreté du Québec. Gravement blessée, Manon va ensuite succomber à ses blessures. Elle venait d'être prise pour cible, sans aucune raison, attaquée à l'arme blanche. Que s'est-il exactement passé? Voyons ça ensemble. Il faut déjà savoir que cette journée-là, rien ne semblait aller dans la tête de Marc-André Houle, cet ancien espoir du baseball majeur, devenu par la suite itinérant. Nous verrons son parcours un peu plus loin, mais avant ça, voyons voir pourquoi cet homme, qui semblait clairement affecté mentalement, a décidé de s'en prendre à une pure inconnue. Maintenant que c'est dit, place à l'horreur. Cette histoire commence un peu avant l'arrivée de Marc-André Houle au centre commercial de Saint-Hyacinthe. Cet homme avait été mis en état d'arrestation et venait de passer les 2 derniers jours derrière les barreaux pour méfaits dans la grande ville de Montréal. Une fois relâché, avec promesse de comparaître, Houle va prendre le bus en direction de Saint-Hyacinthe vers le centre de réinsertion où il habitait à ce moment-là. Le hic, c'est que pour pouvoir rentrer chez lui, il devait subir un test de dépistage pour la COVID-19 et, par conséquent, prouver qu'il n'était pas positif à ce fichu virus. Selon les faits recueillis, Houle aurait effectivement pris le bus avec l'idée de se rendre dans un centre de test, mais aurait plutôt décidé, en chemin, de faire un arrêt au centre commercial de Saint-Hyacinthe. Il est 10 heures du matin lorsqu'il arrive. Ce matin-là, il se dit téléguidé par une force. Il évoque même un nuage d'une énergie maligne. En descendant du bus, il va trébucher et, sans qu'on ne sache exactement pourquoi, il va pousser une vieille dame de 86 ans qui attendait justement devant l'abribus où il essayait d'en descendre. D'ailleurs, à ce propos, une femme qui a tout vu de cette scène viendra expliquer au jury, lors du procès qui aura lieu quelques 2 ans plus tard, que Houle avait pris cette vieille dame à la gorge, l'avait ensuite poussée contre le mur de l'abribus et lui avait aussi donné 3 coups de poing. Calice! Cette femme venue témoigner dira même que le dentier de cette vieille dame était carrément sorti de sa bouche. Preuve qu'il s'agissait d'énormes coups de poing. Mais ce n'est pas tout. Cette dame âgée se fera également briser le nez et se fera même couper au bas du cou
par le couteau qu'il tenait dans une main. Les policiers trouveront plus tard une lame de couteau à steak près de la scène de crime. C'est à la suite de cet accrochage que Hull va finalement entrer dans le centre commercial et faire, malheureusement, encore plus de dégâts. Plusieurs témoins diront qu'une fois arrivé à l'intérieur, Hull semblait être en mission. Ça fait peur. Avant d'agresser Manon Savoie à la bijouterie, il va tout d'abord se diriger vers la boutique se trouvant juste à côté. Il s'agissait du centre du rasoir, dont il va s'empresser de fracasser la vitrine à coups de poing pour s'emparer de 2 couteaux qui se trouvaient derrière. Il s'adressera même à la vendeuse en lui disant « Madame, ça va faire l'affaire ». L'histoire ne dit cependant pas si ces mots étaient dits sur un ton baveux ou non, mais ma main a coupé qu'il l'était. Pendant ce temps-là, Manon Savoie, sa future victime, était bien tranquille au comptoir d'à côté, soit à la bijouterie Burel, à faire changer la pile de sa montre. Le bruit de verre brisé ne l'avait malheureusement pas avertie du danger qui s'en venait. Elle avait pourtant entendu le fracas de verre de la vitrine d'à côté exploser à la suite du coup de poing du forcené, mais sans doute pas de nature curieuse, elle n'en a pas tenu compte. Elle n'a fait que se reculer un peu, s'est étiré le cou pour observer la scène dans le corridor, mais est immédiatement revenue au comptoir pour payer sa facture. C'est là que 2 des employés de la bijouterie verront ce fou furieux débarquer sur leur lieu de travail, d'un pas décidé, tenant 2 couteaux dans les mains. En le voyant, les gens se trouvant près de Manon, autres clients et caissières, vont tout de suite se dire que les intentions de cet homme étaient plus que claires. Tout semblait se trouver dans son regard. Il venait carrément y tuer quelqu'un. « Salut les filles, ça va-tu bien à la bijouterie? » Ce sont exactement les paroles que prononcera Hull en entrant dans cette boutique, un couteau dans chaque main. Ouf! Il va tout d'abord jeter un regard vers les 2 employés se trouvant derrière le comptoir, puis foncer dans leur direction. My God! Mais malheureusement pour Manon Savoie, qui se trouvait dos à lui, c'est sur elle qu'il agitera ses couteaux. Tout va ensuite aller très vite. Il va lui assonner 2 coups dans la région du torse. Une attaque aussi rapide que brutale, par derrière une première fois, et ensuite plusieurs coups de chaque côté du corps. En réalité, Manon sera d'abord poignardée une première fois dans le dos avant de s'effondrer au sol. Il faut savoir que tout a été filmé. Sur ces images, on y voit ce forcené quitter subitement la scène pendant que Manon essayait péniblement de se relever de cette première agression. L'horreur ne s'arrêtait malheureusement pas là, car seulement quelques secondes après cette première attaque, Hull reviendra sur ses pas pour la poignarder à nouveau. My God, je trouve ça tellement effrayant. 15 secondes d'horrible souffrance. On apprendra plus tard qu'un des coups de couteau avait notamment atteint son cœur. Une blessure qui va rapidement entraîner son décès. Pendant ce moment de pure horreur, 2 des vendeuses de la boutique vont s'enfuir illico vers les toilettes se trouvant à l'arrière du magasin, mais avant de s'enfermer à l'intérieur, l'une d'elles aura le temps de voir la scène de crime et dira plus tard que sa cliente n'avait émis aucun son avant de partir dans les vapes. Tout ce qu'elle a pu constater, c'est de la voir s'effondrer au sol. En vrai, Manon avait la tête penchée au-dessus de son sac à main quand Hull s'en est pris à elle. Elle n'a absolument rien vu venir. Elle était d'ailleurs toujours en vie à l'arrivée des agents de police sur les lieux du drame où ils la trouveront gravement blessée. Des manœuvres de réanimation seront pratiquées sur elle avant qu'elle ne soit transportée en centre hospitalier où son décès sera ensuite confirmé vers 14 heures. Comme tout a été filmé par les caméras de la bijouterie, cette vidéo de scène d'horreur sera présentée au jury plus tard lors du procès. Rendu là, difficile de nier les faits parce qu'après tout, une image vaut 1000 mots. Il s'agissait bien sûr d'une preuve plus qu'incriminante. Sur cette courte vidéo,
on y voit un homme muni de couteau se diriger au pas de course vers la bijouterie. Il sort ensuite du cadre de la caméra, à peine 5 secondes, puis réapparaît en marchant calmement vers la sortie du magasin. C'est donc entre ces deux séquences que Manon Savoie a été poignardée à mort. Mais ce n'est pas encore terminé. Une fois ce geste horrible accompli, Marc-André Houle va maintenant prendre pour cible Yannick Blanchard, un homme qui passait tout simplement par là, et va le prendre en chasse. Fuck. Effrayé, Yannick va immédiatement prendre ses jambes à son cou. Malheureusement, en se dirigeant vers la boutique Ardennes pour s'y réfugier, il va perdre un soulier qu'il fera trébucher. Une fois au sol et sans défense, il va maintenant supplier ce fou furieux de l'épargner en lui disant « Non, non, arrête, j'ai des enfants ». Il réussira tout de même à se protéger des coups de son assaillant grâce à une étagère à vêtements. Par chance, son agresseur s'enfuira. Yannick Blanchard s'en tirera de justesse. Tant mieux. Un couteau sera plus tard retrouvé à cet endroit lors de l'inspection des policiers. Malgré l'attaque qu'il venait de subir, Yannick va maintenant essayer de sauver Manon, mais en vain. La juge soulignera d'ailleurs son courage pour avoir tenté de la sauver, malgré l'attaque qu'il avait lui-même subie quelques secondes avant. À ce moment-là, je me souviens très bien avoir eu vent que le centre commercial venait de barricader ses portes, sans doute par mesure d'urgence, et le temps que l'enquête soit faite. Étant moi-même native de Saint-Hyacinthe, je devais justement m'y rendre pour y faire 2-3 achats. Je me suis donc rivé le nez sur des portes closes. Mais, encore une fois, l'histoire ne se termine malheureusement pas là. Ce forcené qui venait de tuer de sang-froid va maintenant sortir du centre commercial par la porte numéro 3 et s'emparer d'un camion de livraison de meubles qui se trouvait sur son chemin, toujours en marche. Merde! Par chance, une dizaine de voitures de police étaient maintenant à ses trousses. Une poursuite policière aura ensuite lieu, à haute vitesse, sur l'autoroute Jean-Lesage tout d'abord, pour se poursuivre ensuite sur la 132 et sur plus de 70 km. Marc-André Houle sera enfin intercepté à Saint-Jacques-le-Mineur, non loin de la Colle et de la frontière américaine, et conduit au poste de police. Un autre couteau sera retrouvé près du siège conducteur. Pour info, un des policiers qui avait participé à cette poursuite et à l'arrestation de Houle dira plus tard, lors du procès, qu'il s'agissait d'un des moments les plus stressants de sa vie. On comprend ça. Au moment de ce meurtre complètement gratuit, Houle était déjà visé par diverses procédures judiciaires au Palais de justice de Montréal. Ses problèmes avec les forces de l'ordre auraient commencé aux environs de 2015, donc aux alentours de ses 37 ans. Tout d'abord par de petits crimes comme des méfaits ou bien ivresse sur la voie publique, mais ce serait accentué en juin 2020 lorsque Houle a été accusé de voies de fait sur un agent, de vol d'un véhicule, ainsi que de possession et de trafic de stupéfiants, mais aussi du vol d'un cinémomètre laser lors d'une intervention qui avait dégénéré. Bref, un maudit bon gars. Arrestation. Comme on vient de l'entendre, Marc-André Houle, ce mascoutin de 43 ans, principal et unique suspect du meurtre de cette cliente de la bijouterie, sera enfin arrêté à la suite d'une longue poursuite policière à bord d'un camion qui avait été rapporté volé. Une fois ce sale type arrêté, un policier lui a lu ses droits. C'est à ce moment-là que Houle lui aurait lancé des paroles obscures en disant « Une de plus. What the fuck? Une quoi de plus? Une femme, un autre meurtre, mais ça, on ne le saura sans doute jamais. » Cet homme, avec déjà des antécédents judiciaires à son actif, sera maintenant accusé de meurtre au premier degré, mais pas que. Il sera également accusé de tentative de meurtre sur la vieille dame, de voies de fait sur Yannick Blanchard et sera aussi accusé du vol du camion à bord duquel il avait fui les lieux du crime, mais également de ne pas s'être immobilisé alors qu'il était pourchassé par les policiers.
donc de voies de fait armées, de vol de véhicules et de délits de fuite. Déjà bien connu des policiers, il va comparaître le lendemain du drame par visioconférence au palais de justice de Saint-Hyacinthe. Cet accusé, qui habitait à ce moment-là dans un centre de réinsertion sociale, sera maintenant emprisonné jusqu'à son retour au tribunal pour y subir son procès. À la suite de cette terrible tragédie, Marc-André Houle fera la une du Journal de Montréal. Cet accusé devenait tout à coup intéressant aux yeux de certains journalistes. Il s'agissait bien sûr d'une brutale descente aux enfers pour celui qui venait de passer, en l'espace de quelques 20 ans, d'espoir du baseball majeur à SDF accusé de meurtre au premier degré. C'est à ce moment-là qu'il nous sera permis d'en apprendre un peu plus sur le parcours chaotique de cet accusé. Mais je vais plutôt vous en parler plus loin dans l'histoire, car d'autres infos intéressantes sur sa vie arriveront un peu plus tard à la suite du procès. Je peux cependant vous dire que depuis quelques mois, Houle habitait au centre de réinsertion L'Intermission, situé au centre-ville de Saint-Hyacinthe. Il était installé au-dessus de ce centre, dans un appartement supervisé, et pouvait également bénéficier des services offerts sur place. Il s'agit en fait d'un centre de réinsertion qui est en quelque sorte le prolongement des centres de traitement en dépendance toxicogite, dont l'un des établissements est situé à Upton, également à Montérégie. Il faut savoir que ce centre n'accepte pas n'importe qui. Avant d'atterrir à Saint-Hyacinthe, Houle a eu besoin de suivre un cheminement d'au moins 6 mois au centre de traitement en dépendance situé à Upton. Pour pouvoir passer à la prochaine étape de leur cheminement, les personnes qui s'y rendent doivent absolument se soumettre à une thérapie cognitivo... Pour pouvoir passer à la prochaine étape de leur cheminement, les personnes qui s'y rendent doivent absolument se soumettre à une thérapie cognitivo-comportementale. Il s'agit en fait d'une forme de psychothérapie qui se concentre essentiellement sur l'interaction entre nos pensées, nos émotions et nos comportements. Elle vise surtout à modifier les pensées négatives et les comportements inadaptés dans le but de réduire les symptômes de troubles mentaux et de résoudre les problèmes des gens qui doivent passer par là. En bref, l'objectif premier est d'aider la personne à reprendre le contrôle de ses pensées et de ses émotions pour améliorer sa qualité de vie. Une fois cette étape franchie, ils doivent ensuite atteindre des objectifs spécifiques pour passer d'une étape à une autre. Dans le cas qui nous préoccupe, soit celui de Marc-André Houle, il avait enfin réussi à passer tous les objectifs que le centre lui avait donnés. Une fois par semaine, il se soumettait à une rencontre avec une intervenante qui validait ensuite ses démarches de réinsertion de la société. Comme il ne s'agit aucunement d'une prison, Houle était libre d'aller et venir comme bon lui semblait. Enfin presque. Les seules règles qu'il avait étaient de ne pas consommer d'alcool et drogue ou de boissons énergisantes et ne devait pas non plus découcher. Tout ce qu'il a fait finalement. Il avait donc un toit sur la tête, un soutien pour trouver de l'emploi ou bien encore de l'aide pour pouvoir retourner aux études, par exemple. Beaucoup de portes lui étaient ouvertes pour qu'il puisse bien cheminer et espérer s'en sortir. Alors, pourquoi cette attaque aussi brutale sur une vieille femme d'abord et pourquoi ce meurtre gratuit ensuite? En voulait-il aux femmes? On ne le saura jamais. Tout ça demeure un mystère car ce présumé assassin sans scrupules va décider de se représenter seul à son procès et va également choisir de garder le silence. Misère. Il s'agira d'un procès de plusieurs semaines où de nombreux témoins seront entendus, dont des policiers et des clients du centre commercial qui ont vu les attaques, mais aussi des experts, dont le pathologiste qui a réalisé l'autopsie, une radiologiste qui va faire état de la fracture que la vieille dame aurait subie et un biologiste spécialisé en ADN. Le procès. Ce procès, qui aura enfin lieu, avait tout de même été repoussé à au moins 2 reprises. Une fois parce que des expertises n'étaient pas prêtes
et une autre fois parce que Hull était complètement désorganisé en pleine salle d'audience. Il était soudainement devenu agressif et avait carrément lancé des insultes à la juge. Il disait aussi qu'il aimerait pouvoir témoigner, mais que son intuition l'en empêchait, ou bien encore qu'il recevait des messages du ciel. Ça n'allait pas du tout pour lui à ce moment-là. À cause de cet écart de conduite, la question concernant l'aptitude de cet accusé à faire face à un procès sera posée. Une évaluation psychiatrique sera faite, mais conclura que Marc-André Hull était apte à subir son procès, malgré son comportement. Ce sera quelques jours plus tard, après mûre réflexion, qu'il va renoncer à s'exprimer devant les jurés. Pire que ça, alors qu'il se représentait seul, il ne laissera rien filtrer de ses intentions et ne posera aucune question aux témoins que le ministère public fera entendre. Il renoncera même à présenter une défense. À la demande du tribunal, une avocate sera tout de même désignée comme amie de la cour pour plaider pour lui. Il s'agit d'une personne dont le rôle principal est d'éclairer l'accusé sur des questions juridiques, des faits complexes ou bien des enjeux de société pertinents à l'affaire, que ce soit par un mémoire écrit ou par des observations orales. Il faut savoir que lorsque les jurés seront rendus à prendre une décision unanime, ils ignoraient, tout comme nous, le passé de l'accusé. Les jurés prendront moins de 3 heures pour délibérer. Ce sera finalement sans grande surprise qu'ils en arriveront à un verdict unanime. Reconnu coupable de meurtre au premier degré, Marc-André Hull sera condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Cet homme de maintenant 47 ans venait d'être reconnu coupable de meurtre prémédité. Mais pas seulement. Concernant la bousculade sur la vieille dame de l'abribus et de celle de Yannick Blanchard, Hull sera trouvé coupable de voies de fait armées. Alors que pour les autres délits qu'il a commis, une peine totalisant 54 mois lui sera infligée, qu'il purgera en même temps que sa peine de prison à perpétuité. À l'annonce de ce verdict, cet homme à la santé mentale fragile et flanqué de plusieurs agents autour de lui par mesure préventive, restera de marbre dans le box des accusés. Bien que cet assassin n'ait pas voulu témoigner avant le verdict, décidant plutôt de rester silencieux pendant tout le procès et n'offrant pas la moindre défense, va tout à coup se mettre à jaser à la suite du jugement qui venait de tomber et va même se livrer sur sa vie. Il le fera d'ailleurs avec facilité et franchise en se livrant entre autres sur les abus de son enfance, ses années dans la rue, mais aussi sur sa timidité maladive, ainsi que de son bref passage dans les ligues majeures du baseball américain. Voyons ça de plus près. La déchéance. Ce criminel, qui se décide tout à coup à parler, va tout d'abord révéler avoir été agressé sexuellement à l'âge de 4 ans, sans toutefois mentionner le nom de son agresseur. Selon lui, ce traumatisme l'aurait amené à développer une très grande obsession envers les femmes. Il dira qu'il les trouvait toutes belles. Une fois à l'âge adulte, il deviendra accro à la porno. Il affirmera en avoir regardé des nuits entières pendant des années et je le cite. « La pornographie m'a beaucoup dérangé. Ça m'a empêché de m'entraîner. J'ai été isolé là-dedans. J'allais dans les peep shows, dans les isoloirs. Je regardais beaucoup de viols. La porno, c'est la pire chose. » De 1995 à 1996, cet assassin, natif de la ville de Montréal et accusé de meurtre, évoluera tout d'abord avec les Orioles d'Ahuntsic pour ensuite jouer une année pour les élites de Montréal au stade Gary Carter. Il s'agissait, du moins à cette époque, d'un bassin de recrutement pour les organisations professionnelles. Durant cette période, il consommait un peu de coke, chiquait son tabac dans son coin et ne parlait à personne.
Il semblait coincé entre son isolement social et sa grande timidité. Seul le sport arrivait à le sortir de son mal de vivre. Lorsqu'il aura 20 ans, en 1998, cet athlète droitier se fera remarquer par des recruteurs pour la force de ses lancers et sera ensuite sélectionné au 39e tour du repêchage et sera ensuite sélectionné au 39e tour du repêchage par les Orioles de Baltimore en tant que lanceur. Cet athlète de 6 pieds 3 venait d'encaisser un boni de 12 500 $. Quand même. Hull avait un bon bras et était à ce moment-là dans une bonne forme physique. Un de ses lancers avait même déjà atteint la vitesse de 92 000 à l'heure, soit 148 km/h, ce qui est un exploit. Les gens qui le côtoyaient à cette époque se souviennent surtout d'un jeune homme calme, gêné et discret. Malheureusement pour Hull, il n'a joué que dans les ligues mineures de l'organisation des Orioles. Il n'a donc jamais atteint le niveau de la Ligue majeure de baseball. Durant ses 2 saisons dans la Ligue mineure, Hull a tout d'abord joué pour un collège américain à Des Moines, en Iowa, puis il s'est rendu à Sarasota pour évoluer au sein de la Ligue des recrues en Floride. Il y est resté jusqu'en 2000, même s'il se plaignait d'être peu rémunéré et du régime strict auquel il disait être soumis, c'est-à-dire réveil à 6 heures, entraînement jusqu'à 11h30, le tout suivi d'un match en journée. Selon certains de ses coéquipiers, Marc-André Hull en aurait bavé durant ces 2 années. Il leur disait entre autres qu'il mangeait des sandwichs au beurre d'arachide et à la confiture tous les jours parce qu'il n'était payé que 850 $ par mois pour jouer, en plus de n'avoir pas été à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. Les choses commenceront encore plus à se gâter lorsque sa carrière de joueur de baseball se terminera. Il n'a alors que 22 ans. À son retour au Québec, et sur une période d'une dizaine d'années, il continuera à jouer dans des ligues locales semi-professionnelles ou amateurs dans la région de Montréal. À cette époque, Hull était décrit par ses compères comme un jeune athlète ambitieux, mais désillusionné par la fin rapide de sa carrière aux États-Unis. Plusieurs disaient de lui qu'il avait beaucoup de talent, mais qu'il avait perdu la flamme à son retour à Montréal. Ce sera donc graduellement que Marc-André Hull quittera ce milieu et occupera divers emplois manuels en cultivant, en parallèle, une dépendance à la pornographie, en plus de consommer alcool et drogue, entrecoupés de plusieurs passages en maison de thérapie. Après 2005, plus personne n'aura de ses nouvelles. Même son père ignorait où il se trouvait et ça l'inquiétait beaucoup. Concrètement, ce sera à cause de ses nombreuses sautes d'humeur et de sa toxicomanie qui s'intensifiait et, bizarrement, un peu par choix, qu'il va se retrouver à vivre dans la rue. Une vraie descente aux enfers qui l'amènera à y vivre une bonne dizaine d'années. Il a alors 33 ans. Hull expliquera avoir été gardien de la nuit lorsqu'il vivait dans la rue, c'est-à-dire qu'il consacrait son temps, toujours selon lui, à aider son prochain. Le hic, c'est que d'écouter la détresse des autres était devenu pour lui un grand fardeau. Cet homme, qui avait clairement besoin d'aide, prenait beaucoup de speed et pouvait même être des dizaines de jours sans fermer l'œil. Pas très sain tout ça. Nous sommes au courant de ce fait car une vieille amie à lui, qui l'a connu en 2018, l'hébergeait parfois pour qu'il puisse se reposer. Soit il se réfugiait chez elle, soit il dormait dans la rue, ou bien à la Maison du Père à Montréal. Il s'agit d'un organisme qui accompagne, depuis 1969, les personnes de 25 ans et plus en situation d'itinérance. Ils offrent entre autres de l'hébergement, des soins et du soutien pour reconstruire des vies avec une approche humaine et adaptée aux réalités d'aujourd'hui. Bref, cette amie racontera aux médias qu'elle l'avait foutu à la porte de chez elle car il ne respectait pas les mesures sanitaires liées à la foutue pandémie et elle craignait d'attraper la COVID à cause de lui. Ce sera la dernière fois qu'elle aura de ses nouvelles. Elle dira « Je l'ai tellement cherché, je pensais qu'il était décédé. Quand j'ai appris pour le meurtre, mon cœur a failli s'arrêter.
elle prendra surtout la parole pour dénoncer le manque d'aide offerte aux SDF et aux toxicomanes, mais aussi parce qu'elle se sentait extrêmement coupable de l'avoir chassé de chez elle alors qu'il avait clairement besoin d'aide. Elle dira aussi: « Pour la madame qui est morte et pour lui, si j'en avais fait un peu plus pour l'aider, peut-être que tout ça ne serait pas arrivé. » Ça, on ne le saura jamais. Comment faisait-il pour payer sa drogue à ce moment-là? En fait, il quêtait de l'argent au coin des rues Ontario et Papineau, à Montréal. Un de ses partenaires de quête dira d'ailleurs que ça faisait des mois qu'il ne l'avait pas vu. Il dira qu'il était maintenant rendu à la campagne. Il parlait bien sûr de la ville de Saint-Hyacinthe, qui, soit dit en passant, ne se trouve pas du tout à la campagne. Hull avait fait sa réapparition environ 3 semaines avant le drame. Les deux compères avaient l'habitude de partager ensemble le spot le plus payant à Montréal pour mendier. La vérité est que quelque chose l'aurait poussé à retourner à Montréal. Une fois sur place et au terme de 5 nuits blanches folles et indescriptibles où il aurait eu très très peur, il est retourné à Saint-Hyacinthe. On n'oublie pas non plus que durant ces 5 nuits là-bas, il avait aussi été arrêté et libéré de prison avec promesse de comparaître. En fait, à ce moment-là, il était en cellule pour voie de fait sur un policier. Ce qu'il faut retenir, c'est que quelques jours avant le drame, Marc-André Hull était retombé dans ses vieux démons. 5 jours de pure débauche où il dira avoir consommé tout ce qu'il avait pu trouver sur son chemin. D'ailleurs, il aura un début d'explication à la suite de cette semaine de débauche. Il dira: « L'ambiance était rendue morbide au centre où j'habitais et je sentais que les gens me méprisaient. Sur le chemin du retour vers Saint-Hyacinthe, à partir du moment où je suis descendu de l'autobus, il y a eu un grand nuage tombé des ténèbres. Ce brouillard-là m'a fait faire des gestes incroyables. Je n'en crois pas mes propres yeux. » Dans un monologue souvent décousu, Hull reviendra sur le jour fatidique où il a tué Manon Savoie, une pure inconnue pour lui, dans une bijouterie des Galeries de Saint-Hyacinthe. On se souvient qu'il avait dit que le matin de la tragédie, il était téléguidé par une force et une énergie maligne lorsqu'il a assassiné Manon Savoie sans raison particulière. Il dira à ce propos que le mal était en lui cette journée-là. Complètement de glace pendant le procès, Hull aura maintenant les larmes aux yeux en racontant son histoire et en se rappelant chaque détail de cette difficile journée. Il dira entre autres: « Cette journée-là, ce sont des gestes très malheureux et brutaux qui ont été posés. La perte d'une personne comme ça, c'est très grave et triste. Cette journée-là, j'étais quelqu'un de différent. J'ai été projeté à poser des gestes violents contre ma nature. Je m'excuse pour ces gestes qui ont bouleversé votre vie et aussi la mienne d'une autre façon. » Il s'adressait évidemment à la famille de Manon, tous assis ensemble au palais de justice de Saint-Hyacinthe. Il continuera en disant: « J'ai beaucoup de peine et je n'aurais jamais pensé faire ça un jour. C'est comme si j'avais été téléguidé. Il y a eu un gros brouillard qui s'est emparé de moi à partir du moment où je suis sorti de l'autobus. » Lorsqu'il parlera de ça justement, son récit va commencer à s'embrouiller. Il dira avoir assisté au geste grave qu'il a fait, en ajoutant, et je le cite encore une fois: « Un tourbillon était en moi, une énergie, une force. Je me regardais sur vidéo et c'était comme si je ne me reconnaissais pas. » On parle bien ici d'un homme qui jure détester les conflits et qui se dit même incapable de comprendre comment 2 boxeurs peuvent se cogner dessus sur un ring, alors que lui s'est attaqué, complètement gratuitement, à des personnes qu'il ne connaissait pas du tout. Il ira même jusqu'à dire que frapper quelqu'un, ça ne se faisait pas. Pourquoi Marc-André Hull a-t-il attaqué aussi gratuitement de purs inconnus? Lorsque la question lui sera posée, il dira qu'il n'avait aucune réponse à cette question et ajoutera que, et je le cite, « Qui frapperait une femme de 80 ans passés? Qui ferait ça? Moi, dans la vie, ces personnes-là, je les ai aidées à traverser la rue. » Après avoir vécu une bonne dizaine d'années dans la rue, à aider son prochain, Hull avait tout de même réussi à se prendre en main, du moins pour un certain temps, avant que tout ne s'écroule à nouveau pour lui. Effectivement, car depuis quelques mois,
Il était dans ce centre de réinsertion de Saint-Hyacinthe et les choses se plaçaient enfin pour lui. Il dira même qu'à ce moment-là, il était sur une belle lancée. Il avait recommencé à s'entraîner rigoureusement, s'était retrouvé un emploi et avait un toit sur la tête dans ce centre de réinsertion. Il dira d'ailleurs à ce propos qu'il ne comprenait toujours pas pourquoi il avait posé ces gestes d'une violence inouïe. Conclusion. Manon Savoie, cette pauvre femme victime d'un meurtre crapuleux, était à seulement 4 mois de sa retraite. Pendant 35 ans, cette maman de 2 enfants, aujourd'hui dans la vingtaine, a travaillé sans relâche à la même entreprise dans le but de se la couler douce pour ses vieux jours. Elle rêvait de se consacrer à ses passions, dont celle de travailler à la ferme avec son conjoint et de se remettre à la peinture sur bois. Elle avait également hâte de voir naître ses petits-enfants pour les gâter, mais malheureusement, la mort est arrivée trop vite pour elle. Elle n'aura cependant pas pu goûter à cette liberté tant attendue. Aujourd'hui, sa fille n'arrive plus à se rendre dans les centres commerciaux sans être constamment sur le qui-vive et pleure toujours le décès de sa mère. Pour ce qui est de son mari, il s'exprimera plutôt en disant que ça lui avait pris 20 ans pour trouver le véritable amour et que ça n'avait pris que 2 secondes pour le perdre. Quelle tristesse! Une histoire qui a bouleversé tout le Québec, entre autres parce que cette horrible tragédie aurait pu arriver à n'importe qui d'entre nous cette journée-là. Il n'aura suffi que de quelques minutes à cet assassin pour semer la terreur sur son passage. Mon conseil du jour: ne prenez plus jamais la vie pour acquise. Vivez à fond et chérissez chaque instant qui passe. Voilà! J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le genre d'histoire que je vous raconte, n'hésitez surtout pas à aller me mettre 5 étoiles et à parler de mon podcast. Cela me ferait non seulement très plaisir, mais ça m'aiderait aussi grandement à me faire connaître davantage. Vous pouvez aller dormir maintenant, mais si j'étais vous, je jetterais quand même un œil sous le lit et je crois que dorénavant, j'éviterais les centres commerciaux. On ne sait jamais. OK, bye!